C'est quoi un CEO? Ça coûte combien à l'année? Est-ce que c'est pas ça la secret sauce de We Are? Quel moment tu t'es dit je vais rentrer dans ce business-là? Tu trouves qu'on crée assez en France? La conviction là dont tu parles, c'est de la passion aussi? Et t'as même pas anticipé le Covid? Si, je l'avais prévu bien Non, avant. mais ce que je veux dire, c'est quand t'as levé. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Non, vous ne connaissez pas cet endroit car on a déménagé aujourd'hui. On est dans un lieu magnifique, je vais pas le mentionner, je vais poser une question directement à mon invité. T'es dans quel business, Eric? T'es dans le business de l'hospitalité, du relationnel, de l'événementiel, de la mise en relation. Je comprends rien, raconte-moi tout ça. Ouais, on comprend rien. Généralement, quand on présente des projets hybrides, en France, on n'aime pas trop ça parce qu'on aime bien que les choses soient dans des cases, dans des verticales, soient bien rangées. Dans les pays anglo-saxons et dans d'autres pays, on aime ça, l'hybridation. On aime ça mélanger, on aime ça passer d'un sujet à l'autre. Fusion food. Voilà. Donc, mais non, en France, on ne comprend pas très bien ça. En fait, on est chez We Are ici, et We Are, c'est à la fois un lieu, évidemment, c'est un réseau, c'est un think tank, c'est un lieu de contenu, c'est un lieu de relations. En fait, j'aime à dire que c'est une maison de famille professionnelle au pluriel. Ça existe depuis combien de temps? Bon, il ne s'est pas présenté, mais Eric Newton, t'es cofondateur ou fondateur? T'as fondé ça avec Alors, on a cofondé le projet à 3 à l'origine. Ok. Donc, j'en suis à la fois le cofondateur et le CEO, puisque c'est ça le terme. Donc, j'ai le plaisir depuis 5 ans d'être à la manœuvre. Eh ben écoute, habituellement, j'allais te demander de nous présenter We Are, tu vas le faire dans 30 secondes. J'aimerais te poser cette question, c'est quoi un CEO? Parce qu'on est dans la tête d'un CEO aujourd'hui. Un CEO, c'est quelqu'un qui, pour moi en tout cas, donne une vision, l'incarne et au quotidien fait en sorte de naviguer pour maintenir le cap et tout en, évidemment, en surfant quand il faut surfer et en prenant des risques quand il faut prendre des risques. C'est un job d'acrobate, tu dirais, et d'équilibriste. Jouet, d'acrobat. Enfin, il faut être très agile. Moi, je crois à une chose extraordinaire qu'on ne fait pas assez, me semble-t-il. Moi, j'essaie vraiment de faire tous les jours. C'est la rapidité d'exécution. On décide un truc, on le fait. On prend le temps pour réfléchir, évidemment. Le temps de la réflexion, il est important. Mais quand on a décidé de le faire, on le fait et on le fait très vite. À la start-up, quoi. Ouais, à la start-up. Et ça, tant de- on modifie jamais ça chez nous. Bon, on va raconter. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il n'y a que des startups chez We Are? En tout cas, vous êtes très bien connus de l'écosystème. Pour les gens qui ne voient pas ce que c'est We Are, bah tiens, j'allais dire, vous avez reçu Macron. C'est quoi ta plus grosse fierté, toi, des événements qu'il y a eu chez We Are? Et après, on refait Ouais, la création. on fait 3 types d'événements. On fait des événements culturels, on fait des événements autour de l'économie, on fait des événements autour de la compréhension du monde, géopolitique ou autre. Moi, alors mon sujet, enfin mes sujets, c'est mes 3 sujets. Donc, j'aime Va bien. pas vouloir choisir, là. Non, je ne vais pas choisir parce qu'on fait 250 événements par an pour nos membres. Donc, en 5 ans, vous faites le calcul, hein, ça fait plus d'1 millier. Donc, choisir parmi 1000... Il n'y en a je sais pas un, pas même faire. c'est pas l'événement que tu as grave kiffé, mais te dire, ok, là, on a passé un cap. Là, on positionne We Are avec cet event dans une autre sphère. Ouais, on a fait un très très bel événement cet été. On a fait les JO avec LVMH. Qui était venu pendant un mois, un peu plus d'1 mois, la maison LVMH. J'étais très très fier de cet événement, j'étais très content parce que ça a donné à We Are aussi une dimension internationale et je pense que c'est un événement évidemment extraordinairement réussi. J'étais très fier de le faire avec eux. Merci pour cette intro. Reprenons les choses dans l'ordre. We Are à quel âge? Tu peux nous donner quelques chiffres? Vous avez combien de membres? Spoiler, attends, on parle du business model juste après. Mais raconte-moi un petit peu ce que vous avez fait et peut-être les paliers aussi que vous avez franchis. Ouais, bien sûr. Le We Are, ça a 5 ans. 1er janvier 2020, donc janvier 2025, 5 ans. On a 1300... 1er janvier 2020. Ouais, 1er janvier 2020. Ouais. On en Ouais. parle. On en parle. Ouais, on en parle. Non, c'est passé, c'est de l'histoire ancienne. Mais 1er janvier 2020, donc 5 ans, 1300 membres. On fait à peu près plus de 250 événements pour nos membres, donc d'événements de programmation, ce qu'on appelle de programmation, c'est à peu près un événement par jour, autour de la culture, autour de l'économie, autour de la géopolitique.
On fait plus de 600 événements corporate, donc il y a beaucoup d'événements que des boîtes font ici. Sans Euh, être membre forcément? alors, 90% de nos événements sont faits par nos membres, et pour les boîtes de nos membres, mais il y a toujours une partie de gens qui peuvent faire des événements ici qui ne sont pas membres, bien sûr. Ça, c'est une manière pour toi de mettre une vitrine, de potentiellement signer des nouveaux clients aussi ou pas? Parce qu'on en parlait en off tout à l'heure que c'est assez exclusif aux membres, ce lieu. Donc ouais, l'ouvrir un tout petit peu en B2B te permet de... Ouais, alors c'est ouvert et fermé. Moi, je dis qu'on passe de l'entre-soi, on doit passer de l'entre-soi à l'entre-nous, en fait. Et pour ça, nous, on a une règle simple, c'est qu'ici, on ne peut pas venir si on n'est pas membre. Par contre, chaque membre vient à qui il veut. Donc, tous les jours, il y a globalement un rapport de 1 à 2 ou de 1 à 3 entre les personnes qui sont ici et les personnes qui sont membres. Parce que les membres, ils viennent avec des invités. Donc, on a de toute façon cette ouverture qui est très importante pour nous, pour que justement on ne soit pas un bocal dans lequel les poissons tournent en rond. Et on va parler de l'entre-soi ou de l'entre-nous, qui est un gros challenge, surtout en France, j'ai l'impression. Raconte-moi un petit peu tes membres. Alors déjà, 1300 membres, ça coûte 1300, c'est ça? 1300 membres, oui. Ça coûte combien à l'année? Alors aujourd'hui, on a un droit d'entrée pour celui qui rentre la première fois de 1 000 euros et une cotisation annuelle de 1 800 euros. Donc pour un membre qui est déjà là depuis plusieurs années, ça coûte 1 800 euros par an, donc à peu près 150 euros par mois. Vous faites plus de 2 millions de CA facile, du coup, à l'année? Oui, plus de 2 millions de CA, oui. Vous êtes Oui. Tu peux nous dire ou pas? Ouais, on fait un peu plus de 6,5 millions de chiffre d'affaires. Ah d'accord, et ça, tu peux nous faire la répartition? C'est quoi? C'est 100% de... Bah non, ça va pas être 100% que Non, non, des non, abonnements. on fait à peu près 40% de notre chiffre d'affaires avec nos membres, 40% autour de 3 activités, la production audiovisuelle, on fait un peu de production audiovisuelle, de l'événement, donc on fait pas mal d'événements ici, et puis de la formation, parce qu'on a créé cette année une école qui s'appelle We Are School, et qui fait de la formation pour l'exécutive principalement. Et puis la dernière Ouais. partie, c'est tout ce qui touche aux revenus de l'hospitalité, le restaurant, le bar, etc. Je sais que vous avez bossé, enfin, tu vois, on s'est rencontrés à la soirée des échos organisée ici pour célébrer les femmes dans l'entrepreneuriat. Sauf que j'étais déjà venu à la soirée d'inauguration de The Box. J'ai été invité, j'ai pas pu venir, mais l'autre fois, Bah, tu vois, tu es venu sans être membre, tu vois. Non, Donc, mais c'est un ah oui, excellent mais moi je exemple. connais des gens. Non, dédicace à tous ceux-là. Et en fait, j'aimerais mentionner les déterminés. Il me semble que vous avez fait des choses avec eux ici. Donc Moussa Camara, c'est qui les membres en fait? C'est tellement éclectique, j'ai l'impression, les profils. Est-ce que c'est pas ça la secret sauce de We Are? Bah si, il faut mélanger. On parle beaucoup de diversité dans ce pays. Je sais pas, on n'en parle pas assez. Mais la diversité, c'est pas juste une diversité de genre ou une diversité de lieux d'habitation ou que sais-je. La diversité, c'est l'hybridation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire de se dire, il faut que plus on mélange, plus on a des idées, plus on a de chances d'avoir une bonne. Et donc, l'idée, c'est de dire, il faut que chaque secteur sorte de sa couloir de nage. Si je bosse dans l'immobilier, si j'ai bossé 25 ans dans l'immobilier, d'entreprise par exemple, il y a fort à parier quand je suis en capacité de décision de ma boîte, je connais à peu près l'intégralité de mon secteur. Bon, je peux continuer à travailler 10 ans dans mon secteur, finalement, je gagnerai pas tellement plus dans mes connaissances. En revanche, si je commence à sortir de mon couloir de nage et à rencontrer d'autres gens, bah là, évidemment, forcément, je vais accroître mes compétences. Et moi, ce que je crois fondamentalement, c'est que on est dans un environnement aujourd'hui, on voit bien, qui est en train de se bouleverser dans tous les sens. C'était hier je ne sais pas si on a le droit de dire la date en fonction de la diffusion, mais hier, il y avait l'accession au pouvoir de Donald Trump. On voit bien qu'on est quand même dans un monde qui est en train de se bouleverser économiquement, politiquement, sociologiquement, culturellement, et que si on ne comprend pas de façon globale qu'il faut mieux comprendre le monde dans lequel on vit, sur tous ces points de vue-là, bah, en fait, on ne peut pas décider. On ne peut pas être vraiment en capacité de décision. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut intégrer la culture au sens large dans toute la tête des décisionnaires. Il y a une personne que j'aime beaucoup, je me permets de la citer, qui s'appelle Isabelle Giordano, qui est présidente de la Fondation BNP Paribas, ancienne présidente d'Unifrance, et qui dit il faut mettre un artiste dans chaque COMEX. Mais elle a raison. Il faudrait mettre derrière l'image, c'est-à-dire il faut qu'on mette des gens qui créent, qui ont cette capacité de récréation, de recréation. Il faut les mettre aujourd'hui, il faut les mettre en avant dans les entreprises, parce que toute entreprise qui ne crée pas, elle meurt. Et donc, il faut que cet acte de création,
que ce soit un acte de création manuel, intellectuel Mhm. ou économique évidemment, il faut que ce soit au cœur des organisations. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire ici, de mettre de la création au cœur des organisations. Et pour ça, il faut hybrider, il faut passer d'un secteur à l'autre. Raconte-moi comment t'es venu ça. Je vais aller plus loin. Si tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait avant sans rentrer dans les détails, mais à quel moment tu t'es dit je vais rentrer dans ce business-là? On parle de mettre un peu de culture dans un monde corpo, on parle de mettre de la diversité, même l'aspect créatif, j'ai l'impression qu'il est valorisé dans certains silos, tu vois, le cinéma ou les artistes, mais pas forcément dans même l'écosystème tech, start-up, entreprise. Je me trompe sûrement. Raconte-moi, toi, d'où t'es venue cette graine et je vais essayer, tu peux le voir d'ores et déjà, pardon, je vais essayer de comprendre pourquoi tu t'es lancé en fait. Comment t'as vu qu'il n'y avait pas forcément de, je sais pas si c'est des freins, mais plutôt une opportunité, quoi. Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé, pour faire schématique, j'ai travaillé 15 ans dans la communication, dans Mhm. les médias, et 10 ans dans la production, côté production audiovisuelle. Et en fait, avoir travaillé comme ça pour beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises, beaucoup de corpos, je me suis dit en fait, et dans beaucoup de secteurs, je me suis dit c'est incroyable, les décisionnaires de tous ces secteurs, pourquoi ils se parlent pas? Pourquoi ils se parlent pas plus? Pourquoi ils échangent pas plus? Pourquoi le cinéma reste avec le cinéma, la musique reste avec la musique, la mode reste avec la mode, etc. Et quand on va voir ce qui se passe à l'étranger, il faut toujours aller voir ce qui se passe ailleurs pour comprendre les choses. Et ben, je me suis aperçu qu'en fait, tous ces métiers-là étaient totalement hybridés. Tu vas voir où quand tu Aux dis aller? Bah États-Unis, oui, en ok. Angleterre, en Asie, parfois. Ok. Il y a beaucoup de ponts. Bah oui, tous hybrides en fait. Et donc nous en France, chacun était dans son couloir de nage. Et ça, je me disais mais c'est incroyable. S'ils se parlaient, en fait, ils gagneraient. D'abord, ils économiseraient des frais de consultant. J'ai rien contre les consultants, mais bon, je l'ai été aussi. Mais un consultant, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute un client le matin, il répète ce que le client du matin lui a dit à son client de l'après-midi, et puis il gagne de l'argent. C'est un peu ça, un consultant. Je vais mettre plein de consultants à dos, Non, mais mais c'est on quand apprend même. des expériences, c'est ça Mais que tu veux dire. moi j'ai vécu ça pendant des années. Ouais. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que l'intelligence, elle s'apprend pour un consultant comme pour un client, elle s'apprend en échangeant avec les autres. Et donc, je me suis dit, il faut que les gens travaillent ensemble. Et quand on travaille ensemble, ben, en fait, on se rend compte que d'une part, on est plus intelligent soi-même, mais d'autre part, on arrive à grouper les choses pour être plus fort. Les industries créatives en France, ça représente 5% du PIB français. C'est 110, 115 milliards d'euros. C'est Si quoi? vous négociez Cinéma, musique? musique, cinéma, jeux vidéo, Ok. littérature, design, etc., ça représente 110 milliards d'euros. Si vous négociez avec des Américains et que vous représentez le marché du jeu vidéo, c'est 5 milliards en France. C'est fort, c'est important, mais c'est rien. Si vous négociez avec 110 milliards d'euros de puissance économique, bah évidemment, vous négociez pas pareil. Et donc, on se rend compte simplement derrière cette image que plus on groupe les choses, bah, plus on est fort. Et en France, plus on se groupe, plus on structure nos industries ensemble, plus on est fort et plus on peut répondre aux enjeux qui sont devant nous. Voilà. Ça, tu l'as vu dans ton métier de conseil, de consultant ou même quand tu étais en audiovisuel ou dans les médias, ou bien tu avais déjà l'idée de We Are et t'es ensuite allé faire ces recherches pour valider l'opportunité? Bah, au début, ça part toujours de la même façon. C'est une intuition, c'est des échanges avec les uns et les autres. On valide son intuition, on essaie de post-rationaliser. Mais de tes expériences pro. Oui, de mes expériences pro, de discussions, d'échanges avec pas mal de monde. Et puis après, ben, c'est comme tout entrepreneur, on est devant une feuille blanche et puis on écrit un projet. Voilà, on l'écrit. Donc moi, j'ai pris en l'occurrence, un ordinateur. J'ai écrit mon projet, je l'ai pensé et puis je l'ai échangé ensuite. Et puis voilà, et puis il se construit au fur et à mesure, en fait, en échangeant, en l'enrichissant. Donc c'est un processus itératif qui est long, qui se fait pas tout seul. Fastidieux aussi. Bah oui, Ouais. qui est fastidieux, et puis surtout avec une règle totale et absolue qu'il ne faut rien lâcher. C'est quoi la V1? La V1, Ouais, c'est quoi que tu as écrit en premier sur ton. le nom. C'était Le quoi? nom We Are. Donc tu l'as direct. Ouais, le nom We Are tout de suite. Et au début, on s'est dit, quand je l'ai présenté à mes deux associés d'origine, on en a parlé. Et puis, on s'est dit, bah oui, mais c'est pas mal. Mais bon, enfin, c'est pas génial non plus. Donc, on va en faire un nom de code. Et puis, ce sera le projet We Are, etc. Et puis, en fait, en vivant avec, à un moment, ça s'est imposé. On s'est dit, bah en fait, c'est We Are. Ah, trop c'est ça. drôle. En mode Donc, projet Blair Witch, quoi.
Quelle Ouais, ambiance. ouais. Je veux juste savoir, ça prend combien de temps entre cette V1 que tu as écrit, bon, en final c'est Ouillard, mais à quoi ça ressemblait dans ta tête déjà à ce moment-là? Et ça prend combien de temps avant que le lieu ouvre, en fait, que vous soyez aligné avec tes deux autres cofondateurs pour se dire, ok, c'est à ça que va ressembler, en tout cas, la V1 de Ouillard physiquement. Alors, la V1 de Ouillard, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Donc ça n'a pas évolué. Ok. Non, Fidèle. c'est très très franc ce que je dis. Quand je regarde les premiers decks et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est bon, bien sûr qu'il y a des choses qui ont évolué, mais très peu. C'est-à-dire que C'est rare quand même, non? ouais, c'est assez, ouais, C'est pas peut-être. facile de retranscrire ta créa dans ta tête à un truc physique et de te dire c'est exactement la même chose. Bah ouais, c'est pas, mais j'avoue que on a déroulé ce qu'on avait pensé. Alors encore une fois, bien sûr qu'il y a des choses qui changent et on s'adapte sur mais de façon globale, on l'a pensé, on l'a fait. Après, le temps pour un projet comme le nôtre, c'est 2 ans entre le moment où on commence à écrire les premières lignes et les moments où on a mis en marché. Il s'est passé 2 ans parce qu'il y a un gros sujet dans nos business, il y a un gros sujet immobilier. Et On va en parler, ouais. il faut trouver un immobilier. Donc, Sans l'IMO, ça aurait pris combien de temps selon toi? Parce qu'on va. sans l'IMO, ça aurait pris 6 mois. Ok, donc quand même, mais c'est quoi? C'est 6 mois à tergiverser et à challenger chaque. Ouais, à challenger, Ok. bien sûr. Bien sûr, à challenger. Juste avant, tu as dit que le plus important, où tu suis une seule règle, c'est de rien lâcher, d'être résilient. C'est quoi l'objectif final quand tu te dis ça? J'ai l'impression que c'est l'objectif final qui permet de emprunter différents chemins pour toujours y accéder et être résilient. C'était quoi ton objectif, toi? Bah, l'objectif, c'était de lancer ce projet, de le créer déjà, de le lancer et de l'exécuter. Parce que c'est pas tout de lancer un projet, c'est pas tout. Il y a 3 phases. Hein. Il y a la première phase, j'écris Idéation. quelque chose. Mhm. Il y a une deuxième phase, je permets au projet d'exister. Donc ça, c'est des phases de travail intense, de challenge, éventuellement de levée de fonds, en l'occurrence ce qu'on a fait. Ouais. Donc de conviction des uns et des autres, de rationalisation. Et puis, il y a ensuite une phase d'exécution qui est fondamentale, qui est comment on exécute ce qu'on a pensé. Justement, je jump dessus, tu as parlé de... on va parler argent un tout petit peu rapidement. C'est trop drôle, tu dis que ça a pris 2 ans. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu m'as dit que dès que tu avais une idée, le but c'était que l'après-midi, ça soit en prod. Donc là, on est en mode start-up. Tu as levé des fonds, je suis sûr, auprès de personnes qui ont créé des start-up. Pourtant, t'es pas une start-up. Je suis pas une start-up, plus maintenant, je sais pas combien de temps ça dure une start-up, mais si, on était une start-up. T'es une start-up? Enfin, une C'est un start-up, truc qui est scalable. c'est scalable. Qu'est-ce qui est scalable? C'est la marque au final, oui. Bah, là, on est en train d'ouvrir un deuxième Ouillard. Mais non. Mais si. Bah, Donc, raconte. si la question c'est scalable, j'espère que ça l'est. En tout cas, on est en train de se mettre en position de le faire. À Paris? Non, on va lancer un deuxième Ouillard à Lille, Mais non. dans les Hauts-de-France. Ok. Voilà. Normalement, si tout va bien, le 3 mars. Ah, donc Dans quelques semaines. Ouais, ah oui, clairement, j'allais dire le lieu est trouvé, mais il est en travaux là. Le lieu est en finalisation Ouais. de travaux. Il est trouvé, bien sûr. Il est signé. Il Aussi est beau qu'ici. aussi beau qu'ici. C'est magnifique. Pourquoi Non, Lille? Lille, parce que j'ai rencontré il y a 2 ans. Ça a pris 2 ans aussi. Donc, comme quoi, il faut 2 ans pour développer ce type de projet. J'ai rencontré des entrepreneurs incroyables. Il y a des entrepreneurs incroyables dans les Hauts-de-France. Il y a un tissu industriel qui est dingue. Il y a des gens qui ont une conception de l'entrepreneuriat où on partage exactement les mêmes valeurs sur plein de choses, sur l'idée de travailler ensemble. Ils sont très très forts pour ça. Ils bossent ensemble, tous ensemble. Donc il y a vraiment cette idée de collectif qui est très forte. Il y a une idée d'entrepreneuriat social aussi. C'est des gens qui redonnent au territoire, qui depuis toujours, hein, qui sont très impliqués dans leur territoire, dans leur sociologie. Et c'est Artistes, athlètes. économie. Ok. Nous, on a toujours autour de ces 3 mondes, hein, culture, économie, politique au sens pas politique politicienne. Moi, je m'en fous de ça. Enfin, je m'en fous, c'est pas mon sujet. Non, mais Mais politique au sens, je vis dans mon environnement. vie de Voilà. la société. Donc Ok. c'est toutes les instances politiques qui permettent de réguler l'environnement. Mais Lille de en a pas territoire. trop, quoi. Du coup, ce serait vraiment plus sur le côté économique pour vous? Lille n'a pas trop de quoi. Moi, j'allais dire culture et peut-être Énorme, politique. c'est un Si, territoire quand même. culturel. Bah, c'est un territoire Ouh là là, culturel. désolé, Ah cher ouais. Lillois. Non, je suis pas du tout lillois, mais je suis très, en revanche, je suis tombé dans la marmite. Welsh. Ouais, exactement. Si, c'est un pays, c'est une terre créative. Ok. Mais d'abord, c'est une terre créative parce qu'il y a culturellement énormément de choses.
Je ne vais pas égrener entre le Louvre-Lens, le Philharmonique, des instances comme Pictanovo en production, la Pleine Image, le Frénois, qui est une très belle école. Enfin bon, Ankama, qui est la deuxième entreprise de jeux vidéo en France, derrière Ubisoft. Enfin, il y a un terreau économico-créatif qui est fort. Et puis encore une fois, mon débat, moi je parle de création. Je parle moins de culture que de création. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création. C'est comment on crée dans ce pays. Tu trouves qu'on crée assez en France ? On est une terre créative. On est incontestablement une terre créative. Et est-ce qu'on crée suffisamment ? Jamais suffisamment. Par contre, dès lors qu'on aura, on se sera remis dans cette veine-là, j'espère qu'on va le faire vraiment, on est quasiment imbattable. On est un pays d'entrepreneurs dans ce cas-là ? On est un pays d'entrepreneurs formidable. Je pense que si tous les entrepreneurs français, avec tous les boulets qu'on a au pied, ils évoluaient dans n'importe quel environnement, seraient les meilleurs au monde. On a des super entrepreneurs. Si, attends, on va la faire très... En gros, ce que je suis en train de dire dedans, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est que dans notre culture, on célèbre peu, et je vais me comparer évidemment aux US, l'entrepreneuriat, même les gens qui créent, au-delà de la culture, hein, je parle même de... Je repensais à même Les Déterminés, Moussa qui a créé une association de fous. Et je te pose cette question, tous nos entrepreneurs, là, si on les fout aux US, c'est plus simple pour eux de réussir selon toi ? Non, parce que c'est pas les mêmes. On joue pas avec les mêmes règles. On n'a pas le même mindset déjà, et c'est pas les mêmes règles. Non, c'est marrant parce que plus. Ouais, mais c'est marrant parce que hier soir on projetait le film de Mathieu Stéphanie qui avait fait un petit périple aux États-Unis pour justement essayer de saisir les différences éventuelles qu'il peut y avoir entre la France et les États-Unis. Et il y avait des témoignages assez intéressants du fondateur de Tinder, d'un certain nombre de Français qui sont là-bas et qui parlent vraiment de la dureté, la brutalité du système économique américain. Réussi ou crève, quoi. C'est marche ou crève. Nous, en France, on a une autre vision de l'entreprise, de ce que ça doit être. On a d'autres visions de l'argent également. Donc, je ne vais pas faire tous les parallèles entre les deux pays parce qu'on les connaît pour la plupart, mais je ne suis pas sûr que les qualités soient les mêmes. Pour autant, il y a des invariants. Et les invariants, c'est que quelqu'un qui a réussi ici et sans doute là-bas, c'est qu'un entrepreneur, ça lâche rien. Ça lâche rien parce que c'est très difficile. C'est très difficile d'exécuter, c'est très difficile de tenir le cap, c'est très difficile On a des normes dans tous les sens dans ce pays, on a des injonctions dans tous les sens, des injonctions de responsabilité. Un entrepreneur, il doit être responsable de tout. Il doit être responsable de son entreprise, évidemment, de ses salariés. Il doit être responsable socialement. Il doit être responsable environnementalement, maintenant. Enfin, on a des responsabilités dans tous les sens. Et j'ai l'impression, moi, que plus une société se déresponsabilise, plus on responsabilise des entrepreneurs. Alors moi, je suis un entrepreneur, je la prends, ma responsabilité. Les entrepreneurs les prennent, leurs responsabilités. Mais on en a parfois qu'on ne devrait pas avoir. Voilà. On entend depuis la nuit des temps, je dis bien ça parce que depuis tout petit, on entend qu'en France, on a vraiment des talents de fou. Et plus je grandis, plus je comprends, peut-être parce que j'avais un père ingénieur, mais que quand on dit des talents de fou, c'est que c'est pas que des ingénieurs. On a vraiment des entrepreneurs, des artistes, des créatifs, etc. Pour autant, dans tout ce que tu es en train de dire, moi, je partage ça aussi. J'ai l'impression que aller aux US, ils n'ont pas de filet. Donc, ils sont obligés d'y aller all-in, peut-être. Là où, dans le reportage, on voit aussi des gens dormir dans la rue et être victimes d'addiction à des drogues, etc. Et personne, on les laisse pour compte. Personne ne gère ces gens-là. En France, heureusement qu'on gère un petit peu. En revanche, j'ai l'impression, moi, en tout cas, mes choix professionnels et scolaires ont toujours été anxiogènes. J'ai toujours voulu maximiser mes chances d'avoir un bon job jusqu'au jour où j'ai compris que peut-être l'entrepreneuriat pourrait coller. Ma question, elle est très précise et je pense que je t'en avais parlé. C'est pour ça qu'on fait un podcast. On va parler de gérer, de créer une communauté et de l'engager. Mais comment on fait aujourd'hui pour montrer à un max de personnes que entreprendre, je sais pas, j'allais dire c'est pas si dur. Si, c'est dur, mais en même temps, ça peut être aussi une solution à j'allais pas dire un mal-être, mais à avoir peut-être plus de sens dans son quotidien, à créer de la valeur, à avoir un impact. En tout cas, moi, je suis assez clivant dedans, mais je suis convaincu que l'entrepreneuriat devrait correspondre à beaucoup plus de personnes qui ne le pensent. Donc, je te repose ma question, comment on fait pour les inspirer, ces gens-là, selon toi ?
Bah, il faut... avec notre culture française. Ouais, bah, non, mais d'abord, je la troquerai pas, ma culture, en tout cas. Mais moi, je sais pas si j'ai pas de règles particulières. Je pense que il faut avoir un projet. Ce qui compte, c'est le projet, en fait. Si derrière, moi, j'ai jamais rencontré un entrepreneur, j'allais dire digne de ce nom, qui monte une entreprise parce qu'il veut faire de la thune. Juste des trucs. Bah non, ben non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel projet je veux créer. Alors, le projet, il peut avoir des formes multiples. Mais c'est quel projet j'ai et derrière, quelle est la conviction et du coup, quand j'ai la conviction, c'est la conviction personnelle et la force de conviction pour dire ce projet, j'y crois à fond et je suis prêt à mettre finalement, tu parlais de all-in, mais ouais, je suis prêt à mettre ça sur la table. Je suis prêt à mettre tout sur la table parce que j'y crois. Et ça, si on n'est pas prêt à le faire, faut pas le faire. La conviction là dont tu parles, c'est de la passion aussi? Ouais, c'est tout. C'est de la passion, c'est du temps, c'est de la vie perso aussi, hein, parce que souvent, quand on entreprend, en tout cas, moi, j'ai beaucoup rencontré d'entrepreneurs, j'en rencontre beaucoup, évidemment, et encore une fois, j'en suis un. Bah, c'est vrai qu'on compte moins ses heures de travail. Mais c'est du On plaisir pense aussi. tout le temps. Bien sûr, C'est ça que les gens le voient pas. c'est un en kiff fait. absolu. Bah oui. Mais parce que moi, j'ai pas l'impression de travailler. Moi, Bien sûr. j'ai jamais bossé de ma vie, en fait. Jamais. Même en bah, conseil, t'as pas bossé. Non, mais je bosse 15 heures par jour, mais je ne bosse pas. Tu prends du plaisir et je t'apprends, prends du quoi. plaisir. En tout cas, je fais ce que j'aime et je fais ce dont j'ai envie. Mais si le samedi après-midi, à 15 heures, j'ai une idée, je l'écris sur un papier ou mon ordi ou mon téléphone. Donc, ça s'arrête jamais, en fait. Donc, il faut... Pour l'entourage, c'est pas facile non plus d'avoir tout le temps quelqu'un en mouvement. Bien sûr. Donc c'est aussi, quand je dis faut mettre des choses, c'est bon, de l'argent évidemment, de l'investissement parfois, accepter de gagner moins que dans des bonnes grosses boîtes, travailler plus, c'est travailler plus pour gagner moins, un À entrepreneur. court terme, l'idée c'est que Quand tu on fais de la réussit, bien sûr, mais c'est une conséquence. C'est une conséquence, c'est pas une cause. c'est pas la carotte dès le départ. C'est pas une cause, c'est une conséquence. Et d'ailleurs, quand tu prends du plaisir, l'argent que tu dépenses, il est, il est plus kiffant, non? Ouais, je sais Bon, après, pas. t'as toujours pris Après, du plaisir, chacun a son rapport à l'argent. Non, mais bien Je veux sûr, pas, on va pas je vais pas rentrer là-dedans. Je termine quand même sur une chose, pour terminer cette grande parenthèse. On parlait d'argent, on va revenir sur la levée de fonds. Mais j'ai le sentiment qu'il faut faire en sorte de nourrir les passions des gens et de nourrir aussi les porteurs de projets, et ceux dès le plus jeune âge. Est-ce que juste tu partages ça ou pas du tout? Bah bien sûr, plus on développe cette idée qu'on peut entreprendre, qu'on peut prendre des risques. J'aimerais revenir là-dessus d'ailleurs, parce que entreprendre, c'est prendre des risques. C'est de dire je vais vers un inconnu. C'est ça, entreprendre. Je vais vers l'inconnu. Et quand on va vers l'inconnu, par définition, on prend des risques. Et donc, ce retour au risque, on est dans une société en France qui est formidable mais qui est dérisquée. On dérisque tout. Donc c'est difficile d'entreprendre quand on dérisque. Donc si on remet en scène le goût du risque, c'est-à-dire l'idée que je vais aller sereinement vers mon inconnu, et ça, si on le développe dès le plus jeune âge, bah, bien évidemment qu'on a plus de chances de créer des entrepreneurs. Mais comme on dit aux États-Unis, no risk, no return. C'est le moment où je dis chers parents, mais aussi chers corps enseignants. J'espère que vous avez bien entendu, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Bref, on revient à ça. Comment t'es allé convaincre des gens de leur dire on va... D'ailleurs, je sais pas combien vaut le lieu, je sais pas si tu peux nous dire et combien tu as dû investir en travaux, mais on sait que c'est des millions. Combien tu... Non, vous êtes locataire ou propriétaire? Locataire. Bref, comment tu as réussi à les convaincre? En leur disant, et c'était quoi le pitch? C'est on va créer la meilleure communauté de personnes qui n'ont rien à voir, et on va leur montrer qu'ils ont plein de choses à faire ensemble. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. On va changer, on va essayer par petits bouts de proposer un projet qui peut faire bouger les lignes. Parce que on mobilise des gens, nos membres, qui sont aux manettes, qui sont en capacité de décision et qui ont envie d'incarner une nouvelle façon d'entreprendre, une nouvelle façon de concevoir leur vie, leur société, etc. Et donc c'est très exaltant de le faire. Donc après, la conviction, c'est de la conviction personnelle déjà, et puis après ça s'explique pas. Il y en a aucun qui t'a dit c'est un peu cher le lieu? Non. Ils comprenaient tous et Bah toi, non, bah c'est... l'importance d'avoir un beau lieu comme ça?
Bah oui, si vous voulez faire une course de Formule 1, Il il faut vous la faut une meilleure voiture. voiture. Et si vous n'avez pas la voiture qui est la meilleure, et forcément ça coûte un peu d'argent, bah, vous ne le faites pas. Donc après, ça dépend de la course. Si vous voulez, moi je suis ambitieux, voilà, je voulais le plus beau projet. Et t'es tout Et seul puis- dans cette course, non? En France. non, ah, en France? Et qui? Mais non, il y a tous les Qui entreprises. concourt avec toi? Bah, plein de gens, plein de gens. Il y a des entreprises, des sociétés civiles, des Ok. individus. Il y a plein de gens qui ont ces mêmes idées finalement De qu'il joindre faut se aussi. bouger, Ok. qu'il faut se structurer, qu'il faut travailler ensemble. Heureusement, d'ailleurs, si j'étais tout seul, on ne serait pas 1300 membres déjà, et le projet marcherait pas. Donc, Tu peux nous présenter le lieu? On n'a pas trop parlé, mais après je reviens là-dessus. Mais juste nous dire, il y a quoi, 4 étages? il y a Enfin, c'est en 4 plein étages. Paris. Ouais, il y a 4 étages. Alors, dans ce que doit être We Are, parce qu'on parlait de scalable tout à l'heure, je sais pas si on va voir si c'est scalable, mais ce qui est important, c'est un lieu, c'est un très bel endroit, avec un jardin, et dans une géographie qui soit extrêmement centrale Ouais. pour justement, vous dire, avant, dans tous les villages, il y a des places de marché. Vous voyez, des places de marché. On a fait ça d'ailleurs dans la finance, des places de marché. La place de marché, c'est quoi? C'est l'endroit le plus central dans les villes, c'est-à-dire c'est l'endroit qui évidemment réunit tout le monde. Vite. Et ben nous, j'espère qu'on est j'essaye en tout cas d'être sur les places de marché. Ça a coûté combien? Et tu me attends, t'as pas fini, il y a 4 étages, etc. Ouais, il y a 4 Après, étages. si tu veux pas répondre à Non, l'argent, il y t'as a, le il y a- droit, il y a- il y a des étages qui sont réservés à nos membres, le jardin, le rez-de-chaussée, le premier étage, avec des salons membres. Donc il y a un restaurant, il y a des salons membres. Et puis aux étages supérieurs, deuxième, on y est aujourd'hui, et troisième, quatrième, c'est des espaces d'événements, c'est un studio comme on est aujourd'hui. Voilà, on a un studio de podcast, d'audiovisuel. Et puis on a des espaces d'événements, des salles de Salle de réunion. Enfin, réception. bon, hein. on Ok. peut faire toutes sortes d'événements que fait une entreprise. Il y a eu beaucoup de travaux ici. Il y a eu pas mal, enfin non, quelques travaux, pas énormément, pas de travaux structurels, beaucoup de déco, etc., mais pas de travaux structurels. Combien t'as dû lever à l'époque? Ou je sais pas si c'est public. Ouais, non, je parle pas trop de Alors, ça. Pas énorme, pas énorme. Bah, Pas énorme. sur le montant que t'as levé, combien de pourcentage est allé juste en fonds de roulement pour créer ce lieu? C'est ça que j'aimerais comprendre en fait. Pour le, bah, d'abord, j'ai pas tout dépensé. Dit-il avec. Non, mais c'est important d'être économe. Moi, je fais très attention à l'argent, que je reçois. D'abord parce que je suis responsable aussi de l'argent que je C'est reçois. pas ton argent. Voilà, c'est pas mon argent. Et puis, on sait tous que dans les contextes dans lesquels on vit, le cash is king. Donc on fait très attention à ça. Et il faut conserver du cash. Donc pour répondre à ta question, un peu plus de 50%. Ok, un peu plus de 50%, plus une sorte de coussin pour continuer à vivre. Ouais, Est-ce que tu es- et Dieu merci, on a ouvert, on parlait tout à l'heure, en janvier 2020, on a fermé en mars 2020, c'est-à-dire 2 mois après, à cause du Covid. Et puis ça a duré pendant 2 ans, parce qu'on est resté pendant 2 ans ouvert uniquement 6 mois dans l'année. Donc les 2 premières années ont été des années de challenge fort sur le modèle. Voilà. Et t'as même pas anticipé le Covid? Sûr que non. Donc quand t'as Si, je l'avais prévu bien Non, avant. mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as levé et que tu dis 50%, il y a 50% du montant où tu t'es dit ça va être mon fonds de roulement au quotidien, et pof, le Covid. Et ce que tu nous dis sans nous dire, c'est que t'as plutôt bien géré le Covid pour être capable de garder un peu de sous et d'ouvrir l'île 5 ans plus tard. Ouais, il faut faire attention, ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut essayer d'avoir une vision et puis garder son cap, mais avec des tempêtes et des vagues hautes parfois, et donc il faut savoir réserver un peu gérer son temps, on va dire comme ça. Faut sentir le vent tourner, ouais, et mettre la bonne voile. Bref, je voulais savoir, donc du coup, c'est que des BA ou ce sont des fonds d'investissement Aucun fonds. Donc que des personnes physiques? Oui. Ok, j'aimerais comprendre. Elle est où ta légitimité à venir et à dire on va créer la meilleure communauté de profils éclectiques ou diverses? D'abord, j'avais travaillé quand même plus de 20 ans dans ces industries créatives, dans les médias, beaucoup dans la musique, dans la télévision, dans le conseil, je le disais tout à l'heure. Donc, j'avais créé quelques entreprises également. Donc, j'avais quand même un background à la fois d'entrepreneur et d'entrepreneur dans ces secteurs des industries créatives.
J'étais entouré de mes deux cofondateurs, Charles-Henri Tranier et Pierre-Éric Lebovici, qui eux étaient des deux personnalités très reconnues dans l'univers des VC. Donc c'était vraiment des gens légitimes. Et donc à trois, on avait à peu près à la fois la force de conviction et puis un certain, voilà, une certaine légitimité pour porter ce genre de projet. Je pousse un peu le truc. Ok, le côté entrepreneurial, mais il y a vraiment un côté créer une communauté, on va un petit peu aller là-dessus. Est-ce que tu es le mec des trois qui est celui qui met les... T'es le human guy, c'est toi qui mets tout le monde en relation. Comment ça se passe là-dessus? Parce que ok, tu peux mener un projet, mais in fine, il faut que tu prennes du plaisir au quotidien. Non, mais pour être clair, Charles-Henri et Pierre-Éric ont chacun un métier. Ils le font très bien d'ailleurs. Donc ils ne sont pas là au quotidien, évidemment. Ils sont dans leurs boîtes respectives. Donc ils sont très présents dans tous les échanges stratégiques qu'on peut avoir, mais ils ne sont pas là au quotidien. Donc oui, évidemment, c'est mes équipes et moi qui sommes à la manœuvre sur la constitution de la communauté, l'animation, la mise en relation des uns avec les autres, l'entre-gens. Et dans quoi t'es bon dans tout ça? Elle est où ta zone de génie? J'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, mais non, je sais que j'ai une qualité, c'est que je suis extrêmement tenace. Ok, donc tu lâches rien. Non, je lâche rien. Ok, tant que t'as pas la preuve par A plus B que c'est pas possible, tu vas y aller. Ouais, je suis très, très tenace. C'est quoi peut-être un aspect, là on parle un peu de toi, toujours dur de parler de soi. C'est quoi pas ta zone de génie, mais l'endroit sur lequel tu sens que tu as une marge de progression et tu prends du plaisir à apprendre là-dessus, à t'améliorer? Oh, il y a eu une marge de progression énorme dans le management. C'est très, très difficile d'animer des équipes. Vous êtes combien? On est 30 un peu plus de 30 à Paris et on va être une quinzaine à Lille. D'accord. Donc 40, Ouais, 40 gérer ça. 30 personnes, tu dirais que c'est un truc que tu apprends au quotidien? Bah oui, parce que quand moi j'ai eu un seul patron dans ma vie. Il m'a d'ailleurs enseigné beaucoup de choses, mais il m'avait toujours dit il faut que tu travailles avec des gens plus forts que toi. Si tu joues au tennis avec quelqu'un qui est moins fort, tu vas jamais à progresser. Donc, donc il faut que tu bosses avec des gens plus forts que toi. Et donc j'essaye de m'appliquer ça tous les jours, de travailler avec des gens qui sont plus forts que moi. Alors chacun dans son domaine d'activité, mais c'est vachement important. Et puis la deuxième chose, il y avait, parce qu'on comparait tout à l'heure les modèles américains et les modèles français, souvent aux États-Unis, j'ai remarqué, moi j'ai un peu étudié là-bas, souvent dans les écoles, enfin dans les universités, parce que moi j'étais à l'université, on essaie de savoir chez chacun quelle est la force de chacun. C'est pas le meilleur de la classe, on s'en fout du meilleur de la classe. Il y a un mec qui est bon en sport, il y a une nana qui est très bonne en histoire, il y a un autre qui va être celui qui va mettre de l'ambiance dans le truc, etc., etc. Et donc chacun a sa force. Et donc ce qui arrive au final, c'est que chacun peut s'exprimer, chacun progresse dans ce qu'il est, et puis le collectif est plus fort. En France, évidemment, c'est pas le même modèle. On essaye de dire, bah ouais, celui qui compte, c'est le premier de la classe, éventuellement le deuxième ou le troisième parce qu'il est sur le podium, mais tout le reste, on s'en fout. C'est un peu ça quand même. Et donc, moi, j'essaye de me dire, chacun doit apporter quelque chose au collectif en fonction de sa compétence. Et ça, c'est pas évident parce que ça veut dire que les gens, il faut qu'ils se comprennent aussi eux-mêmes. Il faut qu'ils soient à la fois dans leur zone de nage, mais dans le projet collectif. Et ça, c'est quelque chose où on apprend tous les jours. Ouais, c'est drôle en fait, tu dis que on a plein de normes différentes aux US, alors qu'en France, on n'en a qu'une seule, c'est les notes, quoi. Bah ouais, même le sport, on le valorise pas. On est vertical. Ouais, mais c'est drôle, t'as dit le mec qui met l'ambiance. C'était moi, hein, mais moi, j'avais que des mots. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, à 30 ans, je commence à toucher du doigt que j'ai une âme artistique, alors que j'ai toujours été S, mathématiques, etc. Mince, je suis en train de perdre ma question là. Regardez, regarde dans un vestiaire de foot, parfois on a tous vu dans les Coupes du Monde, ou celui qui joue pas, il est jamais sur la feuille de match. Mais il a les enceintes. Oui, mais c'est lui qui met l'ambiance. Et c'est lui aussi qui fait que le groupe est solide. Et donc celui-là, peut-être il joue pas, mais il est aussi important que les autres. Et ça, quand on comprend ça, bah, évidemment, on gagne 2 Coupes du Monde. Donc, magnifique.
Mic Ah ouais. drop, là, j'allais Bah dire. ouais. Peut-être une troisième, on croise les doigts. C'est drôle ce que tu disais parce que tout le monde est expert, tout le monde parle son langage, les gens avec qui tu travailles, et en plus, c'est, on va dire, les meilleurs dans leur domaine. Comment toi, tu fais pour t'adapter à eux tous? Et dans le même truc, est-ce que le rôle du manager, c'est aussi de les valoriser pour ce sur quoi ils sont bons? Donc, c'est-à-dire de dire au bout d'un moment, si tu as la conviction, c'est toi qui tranches, c'est ton domaine d'expertise. Alors déjà, c'est pas facile. Donc Ouais. je dis pas que je le fais tous les jours, c'est pas facile. Deux, Essaye. j'essaye de le faire. Deux, moi j'ai un truc, je suis pas du genre à dire c'est super tous les jours, c'est formidable, tout ce que tu fais c'est génial, etc. C'est pas mon truc. Donc en revanche quand je le dis, je pense qu'il Mais tu chacun félicites, quand chacun même. le sait, bien sûr, mais quand je le dis vraiment c'est que je le pense, c'est pas du fake. Ok. Et puis les gens sont impliqués. Et les gens sont impliqués parce qu'ils sont mobilisés à l'ensemble. Moi, j'ai par exemple toute ma ligne de Comex qui a des actions. Ils sont actionnaires de l'entreprise. Je les ai associés au capital. C'est fondamental. Aligner les intérêts. Bah oui, bien sûr. Donc Ok. c'est un ensemble de choses. Alors, encore une fois, c'est vraiment moi, c'est ma zone de progression. Mais j'essaye de faire un système qui soit vertueux. Et quand tu comprends pas ce qu'on te raconte, c'est sûr que ça doit arriver. Comment Tous tu les temps. fais? Je dis, je comprends pas. En Ah, gros, je- pareil sur la ténacité, en fait, tu pars du principe que ton cerveau est bien câblé et que si on t'explique bien, tu dois tout comprendre et comprendre les problématiques de chacun. Ouais, mais si je comprends pas, je demande qu'on me réexplique. Et puis, généralement, au bout de 2 fois, soit je comprends et voilà, après je décide, soit je comprends pas toujours et là, j'ai du mal à faire ce que je comprends pas. En revanche, non, ça me fait penser à un truc parce qu'il y a quelques. Parfois, quand on me propose une idée, je peux ne pas y croire, mais je le dis, ça m'est arrivé justement de dire bah ok, bah vas-y. Et puis, en fait, quand les gens le font. Derrière, effectivement, de se dire mince, je me suis gouré, elle a raison ou il a raison, et c'est super. Et donc, quand ça arrive, ça, ouah, je me dis tais-toi parfois. On n'a pas tous la chance de noter We Are sur un papier et que 2 ans plus tard, ça ressemble exactement, tu vois, comment dire, le produit ou le service fini versus le pitch. J'ai un dernier sujet qui est très important. On va prendre bien 10 minutes là-dessus et après je te poserai 2-3 petites questions. Si c'est OK pour toi, je te laisse regarder l'heure. Je veux parler de la communauté. Euh, Comment on ramène 1300 personnes? Est-ce que il faut absolument un lieu sexy de fou? C'est ça qui les attire en premier? C'est les événements? C'est quoi? C'est la bouffe? C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois parce que le principe d'un projet hybride, c'est que tout est mélangé. Moi, il y a 3 composantes dans notre projet. Il y a un lieu fondamental. On en a parlé, il est magnifique, il est incarné. Voilà. Il y a une qualité de communauté et il y a une qualité de contenu proposé. C'est ces 3 dimensions à la fois. Quand je mets contenu, je mets toutes les confs, les lives, le stand-up, on fait ce qu'il y a dans l'assiette également, etc. C'est tout ça le contenu. C'est ces 3 composantes. Le lieu, la communauté, les contenus. Et si on enlève une de ces briques, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ok. Si on met un lieu avec des gens dedans et qu'il n'y a pas de contenu, bon, ça devient du coworking pour faire ça. Mais à l'inverse, Si sans je- le lieu et tout le reste en hybride, enfin online, pardon, ça marche pas non Ah plus. mais non, parce que le lieu, alors je vais faire une petite parenthèse sur le lieu. Mm. Le lieu, il est fondamental. S'il n'y a pas de lieu, pour moi, il n'y a pas de communauté. Pourquoi il n'y a pas de communauté? Parce que une communauté, elle vit de son quotidien. Elle vit de ses relations indicibles. Elle vit de tout ce qui arrive de façon inopinée. Et ça, si vous n'avez pas de lieu, il n'y a pas d'informel. Nous, Ça marche pas sur 90% mais nous, regarde, on s'est rencontrés de façon totalement informelle. Mhm. On s'est pas dit, on s'est pas contacté sur une plateforme, on s'est pas contacté, machin, etc. On s'est rencontrés un jour dans une soirée, si je me souviens bien. Ouais. Et puis on a échangé ensemble et chez Et je t'ai Billard. bombardé de questions. Et voilà. Et puis on s'est rencontrés. Donc on s'est rencontrés de façon informelle. Et donc aujourd'hui, tout ce qui se structure chez nous, c'est beaucoup d'informel. Alors l'informel, on le crée. J'allais te dire. On le crée. Ça Quand sort on pas crée un comme- événement, Ouais. quand on crée. Donc tu es là à chaque événement et tu dois aussi. Je suis pas là à chaque événement, mais je suis là à 80% des événements. Tu Voilà. t'assures que ça se passe bien Ouais. et tu viens à la rencontre un peu de tout le monde, Bien c'est ça? sûr. Puis il y a des Ok. équipes qui font ça, qui font D'accord. 100% de leur job. J'ai 5 personnes à Paris qui font que ça. De mettre L'hospitalité. qui font de l'hospitalité, qui mettent les gens, qui connaissent par cœur les membres. On a un CRM assez bien foutu.
Donc qui connaissent par cœur les membres, qui discutent beaucoup avec eux, qui échangent, qui partagent, qui regardent quelles sont les problématiques, les lignes de business. C'est quoi je veux juste savoir, ça m'intéresse tellement. Encore une fois, c'est des choses qu'on ne valorise pas à l'école. C'est quoi les skills de ces 5 personnes que tu as recrutées? C'est des gens qui aiment les autres. Comment tu le vois, ça? Bah, ça se C'est voit du en soft discutant, skills en plus. en discutant avec eux, voilà, dans les entretiens, ça se voit. Il faut aimer les autres, il faut être curieux. Voilà, moi, Ok. c'est les 2 seuls critères que je demande indépendamment de leurs compétences propres. Mais si on est curieux, c'est-à-dire on est attentif au sujet, on est attentif à l'autre, on est curieux de l'autre et qu'on a un peu on l'aime parce qu'on se dit, a priori, c'est pas un con. On a de grandes chances d'être sympa, de comprendre le business de l'autre et puis éventuellement de trouver des réponses. Des soft skills. Je veux juste poser cette question. Est-ce que tu peux me dire sur ces soft skills ce que tu chéris le plus chez les entrepreneurs que tu côtoies au quotidien? Pas facile, pas facile. Non, c'est pas facile. De toute façon, c'est jamais facile de choisir, de réduire en choisissant une ou deux choses. Mais, euh, mais je crois que, en tout cas, c'est ce que j'ai dit, la ténacité, la curiosité, la générosité, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. La fraternité, c'est-à-dire de dire on travaille pas que pour soi, on travaille aussi pour les autres. On travaille pour ses équipes, on travaille pour ses clients, Tous et toutes préfèrent réussir en équipe que seul. Ah oui, je crois. Enfin, un Ouais. entrepreneur qui dit je veux faire un truc tout seul, bah, c'est un auto-entrepreneur. Arrête, j'ai le statut moi encore. Non mais Non, j'ai aussi mais, ma non, SASU. mais je plaisante, je plaisante. Je faisais non, mais ça n'existe pas. C'est trop complexe. Mais attends, je te mets une mini parenthèse tout à l'heure, on parlait de l'argent et des US. Pourtant aux US, ils sont très genre décomplexés sur l'idée d'entreprendre que pour des thunes. En fait, c'est 2 cultures différentes, tu Mais moi, je dirais, tout pense pas que ce simplement. soit ça. Alors, encore une fois, je recite le documentaire de Mathieu Stéphanie hier soir, mais il disait un truc. Il y avait une intervenante qui disait un truc intéressant sur le rapport à l'argent. Elle disait d'ailleurs, les Français, ils ont un rapport à l'argent de protection. C'est-à-dire, je gagne de l'argent et l'argent, je vais l'investir au cas où. Je vais acheter de l'immobilier, du livret A, On parle de retraite, alors qu'on de a retraite. 30 ans, quoi. Voilà. C'est-à-dire que au cas où, ça me dérisque. C'est-à-dire que l'argent me dérisque en France. Aux États-Unis, c'est totalement inversé. L'argent, c'est fait pour prendre des risques. C'est-à-dire que je gagne de l'argent, pas pour... Il y en a, bien sûr, à un certain niveau qui thésaurisent, mais globalement, l'argent est un outil de pouvoir. D'ailleurs, on le voit bien, la brutalité avec laquelle les entrepreneurs que l'on voit beaucoup ces derniers temps américains se mettent en avant. Il y a une forme de brutalité pour nous, Européens, et nous, Français, Bien une forme sûr. de brutalité. Et ben, c'est cette brutalité qui fait que l'argent est un pouvoir. Et un pouvoir pour aussi faire le côté positif, si on doit en trouver un, le côté positif, c'est que ça permet de faire des choses, ça permet de réinvestir, ça permet de créer, et donc là, ça, c'est positif. Ouais, Et on voit bien qu'on n'a le pas le moyen. même rapport. On n'a Mm. pas le même rapport en France parce que on est souvent, de façon globale, dans un rapport où l'argent me sert à me protéger moi-même ou à protéger les autres, enfin ma famille. Mais c'est pas. Et donc les entrepreneurs français, les grands entrepreneurs français, pourquoi ils sont bons? C'est qu'à un moment, ils reprennent ce qu'ils ont gagné et ils le remettent sur la table pour relancer la machine et réentreprendre. Et souvent, d'ailleurs, les meilleurs entrepreneurs français, c'est ça qu'ils font aujourd'hui. Je ne vais pas citer de nom, j'en ai plein en tête. Mais là, ça devient intéressant. Qui reprennent du Donc- risque et mis donc- sur eux. Bah oui, mais donc cette forme de générosité, elle est là. C'est-à-dire si je remets au pot parce que j'aime entreprendre. C'est pas pour thésauriser et gagner sa thune pour soi. Mais non, mais je vois de manière, il n'y a pas un truc qui est bien, un truc qui est un mauvais. Je pense que la meilleure des cultures serait un mix des deux. Ouais, C'est un beau c'est mashup. pour ça qu'il faut être curieux, qu'il faut voyager, qu'il faut s'hybrider. Et bah, tu vois, sur ça, je voulais te parler du business model. Moi, la rêve que j'ai, c'est Soho House. Et d'ailleurs, j'ai mis les pieds une fois là-bas, mais on en a surtout parlé. On m'a expliqué aussi que c'était plus compliqué en France de faire payer un abonnement pour une sorte donc de lieu et un club, une communauté, plutôt que dans des pays anglo-saxons, type le UK. Est-ce que ça a été un pari pour toi? Est-ce que tu étais au courant aussi de ça, de la difficulté dans notre culture en France de payer pour quelque chose
qu'encore une fois, j'ai l'impression que les gens ils payent pas pour ça, quoi. Même un club, un business club, en général, c'est des BA qui se retrouvent pour investir dans des boîtes. Et après, il y aura peut-être du business qui va en émaner. Je voulais voir, voilà, est-ce qu'il y a une réflexion autour du business model? Est-ce qu'il y a eu des craintes, même peut-être de tes BA qui, toi, t'ont envoyé? Et toi, tu leur as dit non, 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 on va créer une offre super sexy, vous inquiétez pas. Comment ça s'est passé? Alors évidemment, c'est une question, une question centrale. C'est même peut-être la question centrale. C'est bien de terminer avec ça. Non, 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 mais c'est effectivement une question importante. Je ne sais pas comment se débrouille Soho House. Moi, je ne regarde pas tellement les concurrents. Je me focus sur ce que je fais. Bah, J'essaie ils de faire galèrent un bien. peu en France, je crois. En tout cas. Ouais, bon. Bon. Mais en tout cas, je peux parler de nous. Nous, c'est une question évidemment, et c'est une question qui me taraude tellement que tous les jours, je me pose la question. Tous les jours. Je t'assure de croire que c'est vrai. Tous les jours, je me dis, We Are, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Potentiellement, en fait, tu dis que demain, ça peut arrêter. Non, mais si je réponds pas à cette question, à quoi ça sert? Bah en fait, je prends le risque que quelqu'un me dise ça sert à rien. Et si ça sert à rien, pourquoi je paierais? C'est ça la question. Donc moi, je réponds tous les jours à dire We Are, ça doit servir à. Ça doit servir à étendre son réseau, à s'acculturer, à disposer d'un endroit, une base arrière incroyable dans lequel je peux, dans une bulle magique, me reposer, rencontrer un client, etc., dans un des plus beaux endroits de Paris. Ça doit me permettre de me former, et là, je fais une école, sur un sujet fondamental qu'est l'IA, comment je l'aborde. Alors, attends, l'école, elle est arrivée après, mais Elle est arrivée après. tes clients, ils s'étaient pas habitués à payer pour un tel service. Non, ils n'étaient pas habitués à payer, non, bien C'est sûr. un pari, non? Oui, c'est un pari, mais bien sûr, c'est un pari. Comment vous l'avez relevé, ne serait-ce que sur les 100 premiers clients? En travaillant et en essayant de répondre à cette question. Vous avez eu... Parce que, encore une fois, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que tu as beau pitcher ce que tu veux et montrer le lieu. Encore une fois, si les gens se disent « j'ai jamais payé pour ça », je trouve que ça va être encore plus compliqué de les convaincre. Je veux savoir les 50 ou les 100 premiers. Est-ce que c'est des gens de votre réseau, à toi et tes cofondateurs, et du coup, vous les avez embarqués facilement Bien sûr, bien sûr. Et en On a vrai, commencé non. avec 200 membres. Mais pas si facilement. J'imagine qu'ils sont quand même critiques. L'argent, ça reste de l'argent, surtout en France. C'est pour ça que j'ai... Ils l'ont pas fait pour vous faire plaisir, quoi. Non, bien sûr que non, mais on avait à l'origine, j'avais 40, quand on a fait notre levée de fonds, on avait 40 associés, 40 actionnaires. Donc ces 40-là ont chacun, schématiquement, amené 5 membres. Ça fait 200 membres. Voilà. Et 200 membres au départ, 200 membres au départ, ils en ont fait 400, et puis les 400 ont fait 800, et les 800, etc. Il y a eu du churn ou pas, entre-temps? Ouais, il y a du churn, bien sûr. Bah, Donc, avec 2 ans de Covid, il y a du churn, hein, je peux te dire. Parce que pour le coup, quand on demande à des gens de payer et qui ne peuvent pas bénéficier du fruit de leur paiement, évidemment, derrière, il y a du churn. Donc oui, bien sûr, il y a du churn, évidemment. Est-ce que sur la stratégie d'acquisition, comme le churn d'ailleurs, parlons des deux, est-ce que vous avez mis des choses en place? Tu vois, des choses qui en plus sortent un peu des sentiers battus sur de l'hospitalité, potentiellement pour acquérir des gens ou pour les garder? Alors déjà, on fait très attention à qui nous rejoint. Donc on a quasiment autant de personnes qui nous rejoignent chaque mois que de gens qu'on n'accepte pas. D'accord. Donc c'est sur candidature. C'est sur candidature, Pourquoi il faut être parrainé, etc. Pardon? Pourquoi vous refuseriez des gens? Parce que soit ils partagent pas ce qu'on a envie de faire, ils n'ont pas cette forme d'impact, de capacité de décision ou de générosité. D'entre nous plutôt que d'entre soi. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent, quelqu'un qui pense qu'à son petit truc perso, ça m'intéresse un peu moins que quelqu'un qui est tourné vers l'envie de faire quelque chose, quelle que soit cette envie, alors liée évidemment à nos sujets, mais voilà. Et puis il y a des gens qui ne sont pas parrainés, qui n'ont pas de parrainage. Il y a des gens que, quand on regarde un peu ce qu'ils ont fait, ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de faire. Voilà, pour plein de raisons, mais qui sont des raisons objectives, hein, évidemment. Enfin, pour nous, en tout cas, elles sont objectives. Donc pas forcément d'effort. En gros, tu veux dire que tu as tellement d'inbound en termes de candidature que, à part vos événements et les membres qui doivent publier du contenu là-dessus, vous ne faites pas forcément d'efforts pour acquérir des nouveaux clients? Mais si, on fait des efforts tout le temps, parce que je ne vais pas jouer à celui qui le business est facile, etc. Non, c'est pas vrai. D'abord, mais la question posée était la question, est-ce que les gens payent pour... c'est toujours difficile de faire payer les gens en France, hein, parce que tout est gratuit. L'école est gratuite, les autoroutes sont... Enfin, les routes sont, la plupart, pas les autoroutes, mais les routes sont gratuites, tous les banques sont gratuites, en fait, tout
tout est gratuit en France. Donc quand on se rend pas compte de ça, c'est quand on va à l'étranger, d'ailleurs, on se rend compte que tout est payant en fait. Bien sûr. Donc même le service, parfois, c'est difficile de le faire payer. Bah attends, dans des restos, le service est payant. Que ce soit aux US, je crois qu'en Italie, tu payes les couverts. Bah oui, Nous, mais en France, on a inventé un système, un mot qui était génial, service compris. Extraordinaire, le service est compris. Donc bon, on va Je pas le croyais que payer. t'allais dire il est le compris. client est roi. Mais alors Ah là, non. je Non, l'aurais non. pas validé Le en service, France. non, c'est pas le client est roi, c'est le service est compris. Donc bah, pourquoi on paierait le service, y compris dans le prix de ce truc? Bah non, en fait. Et il non. se ressent dans le service. Et il se ressent dans le service, évidemment, parce que bah, le service, un métier de service, c'est un métier économiquement un peu bête. Pour avoir du service, il faut mettre des choses en place. Alors, soit c'est de la tech, soit c'est des gens. Dans les deux cas, ça coûte de l'argent. Donc, il faut bien à un moment le rentabiliser. Donc tout ça, ça coûte de l'argent, en fait. Et comme ça coûte de l'argent, il faut le faire payer. C'est assez bête, mais c'est comme ça. Par contre, à partir du moment où on vend du service, il faut être le meilleur dans le service. Et donc, c'est ça qui est difficile. C'est d'essayer d'être tous les jours, de se dire comment je peux justifier le prix qu'on me paye. Moi, c'est vraiment une interrogation quotidienne. Tu les paierais, je crois que tu as dit ça commence à 1002, ça peut aller jusqu'à 1008, c'est ça? Les frais, La cotisation, 1800 euros. Ouais. tu les paierais? Bah, non seulement je les paierai, mais je les paye. Ok. Je les paye parce que je voulais payer ma cotise, moi, à titre perso, quand j'ai lancé We Are. C'est important pour un entrepreneur d'être le propre client de sa solution. Bah ouais, c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. Et il y a un grand sport national qui était au début, honnêtement, c'est plus le cas maintenant, mais au début, c'était oui, mais bon, je veux pas payer parce que je connais machin, je suis un ami du fondateur. Bah oui, t'es gentil. Et puis je veux pas payer parce qu'en fait, je vais faire un événement chez toi qui va te faire venir des gens. Je vais pas payer parce que non, tu payes parce que moi je paye. Et donc moi je voulais payer ma cotise pour montrer aux gens que même moi, fondateur, je la payais. C'est important de montrer l'exemple Bien sûr, aussi, et puis de tester sa propre solution, bien sûr. Et te dire, je trouverais ça horrible que de te dire je vends quelque chose, mais en réalité je considère que ça vaut pas son prix, mais que ça vaut moins. Ah oui, c'est l'impression de tromper les gens, quoi. Mais moi je suis même persuadé que Ça vaut plus. que ça vaut beaucoup plus. Ce qu'on fait vaut beaucoup plus que ce Vous pourriez augmenter les prix à terme? Oui, peut-être un jour on le fera. Pour l'instant, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de faire. Je dois être bizarre, mais je pense qu'il y a dans nos 1300 membres, il y a 1300 personnes qui ont cru à l'aventure, qui ont participé à un truc qui n'était pas évident parce que je peux avoir de la force de conviction, mais à un moment. Tu te sens redevable? Non, je me sens pas redevable parce que non, pas du tout redevable, mais en revanche, je me sens solidaire de l'effort que les gens ont fait et la confiance qu'ils m'ont donnée. Et donc cette confiance-là, j'ai pas envie de leur porter. Finalement, ils ont joué peut-être un peu le rôle de l'actionnaire de départ. Et il faut pas, il faut se souvenir de ce qu'on doit aux gens. Voilà. Et moi, je sais ce que je dois à mes membres. C'est vraiment une mini parenthèse qu'on en parlait juste avant. Et après, j'ai une dernière question. Je sais que je dis ça depuis 2 minutes. Désolé. Ok, service canon et toujours amélioré, repensé et challengé au quotidien, qui fait que derrière, on a, j'imagine, une satisfaction client, de la confiance, du word of mouth, et les gens viennent. Est-ce qu'il y a eu des OP? Est-ce que toi, tu as déjà dépensé concrètement de l'argent dans de la com ou du marketing pour faire en sorte d'accélérer l'acquisition client? Jamais. Jamais. Non. Parce que ça fait partie intégrante en fait de de la création de contenu, aussi des personnes qui viennent, qui sont quand même notorious, qui communiquent pour vous. Nous, moi, enfin, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir la plus belle communauté de Paris et dans un lieu qui est sans doute un des plus beaux et avec des contenus qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Si j'arrive à faire ça, ce qu'on arrive à peu près à faire aujourd'hui, si ça, on n'est pas capable de le payer, tant pis, c'est pas grave, passez votre chemin. Mais en tout cas, je veux que le produit et le service soient le meilleur. Et c'est ta pub. Et c'est ma pub, parce que si les gens sont contents, j'imagine qu'ils en parlent. D'ailleurs, c'est le cas. Donc, c'est le cas. Si, c'est le cas. Bon. Donc, mais j'essaie d'être le meilleur, donc avoir les gens les plus motivés, d'avoir de mouiller la chemise, de travailler. Mais c'est toujours pareil, on en revient toujours au même sujet. Il faut bosser, en fait. Je t'avais posé cette question quand on s'est rencontrés. C'est vraiment, à la fin, je te pose 2-3 mini-questions, mais c'est la dernière question sur ce réel podcast. Pourquoi tu n'es pas rentré dans un business d'affiliation? C'est-à-dire C'est-à-dire que ton business est de faire rencontrer des gens. Pourquoi tu ne fais pas, comme beaucoup de personnes font dans notre écosystème et notamment sur LinkedIn, envoyer des messages, et s'il y a une intro et que ça aboutit,
hop, je prends 5, 10% du Parce que c'est pas mon modèle. Mais parce tu y as que- pensé? Non, enfin j'y ai pensé, oui, évidemment, j'y ai Mais pensé, mais c'est pas mon Tu t'es modèle. défini en opposition Mais à c'est ça. pas du mon coup. modèle. Moi, les gens payent une cotisation. Mes membres payent une cotisation. Dans mon service, par définition, je dois les mettre en relation. Enfin, je suis pas obligé, mais ce que je. Mais c'est une grosse valeur chez We Are, quand Ah même, oui, cette mise en relation. la mise en relation. Un réseau, ça sert à ça sert à être mis en relation. Donc, si je fais ce boulot de mise en relation et que derrière, je demande une com, d'abord, je vais pas faire la meilleure mise en relation parce que je vais chercher ma com et je vais pas chercher le bien-être ou l'intérêt de mon membre et de mes membres. Je vais chercher à faire une com. C'est pas du tout le même paradigme. Bien sûr, ok. Je dis pas que c'est pas bien, je Mm. dis juste que c'est pas mon modèle. Et ensuite, j'ai un membre qui va me dire, bah, t'es gentil, pourquoi je te paye une cotisation si demain tu me... Voilà. Donc je le fais pas et je le ferai pas. Très clair, un grand merci. Merci. À toi. C'est mes dernières mini-questions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point, Eric, tu es heureux au quotidien? 9, Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche au quotidien? 5, Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur t'apporte du sens dans ta vie au quotidien? 9, Et à quel point ce même job te demande de l'effort ou est difficile? 1, 2. Et c'est la fin pour ces trucs, mais c'est ma question bonus. Si tu avais la chance de retourner en école primaire, c'est quoi la matière que tu aurais aimé avoir qui n'existe pas? Ah, que j'aurais aimé avoir qui n'existe pas. Qui n'existe pas. C'est quoi la matière qu'on devrait mettre en France qui n'existe pas à l'école primaire? Moi, je pense qu'il y a une chose qu'on ne met pas, on oublie totalement. Alors, le mot revient un peu, j'ai lu 2-3 trucs là-dessus récemment. Le mot revient un peu, mais c'est le mot le plus oublié des frontons de nos mairies, c'est le mot fraternité. Ce mot-là, il est fondamental et on l'oublie toujours. Fraternité, c'est-à-dire en quoi je fais quelque chose pour les autres et pas pour moi. Comment je peux penser qu'on sera plus fort si on fait les choses à plusieurs que si je le fais tout seul? Comment on peut progresser ensemble? Toutes ces notions finalement de le faire en étant... alors, c'est de la fraternité, puis la fraternité derrière, ça s'appelle un pays, ça s'appelle une nation, ça s'appelle Société. ça s'appelle une société, et ça s'appelle des gens qui, à un moment, se disent « je suis ensemble quelque part, dans une frontière, et je travaille pour que finalement le bien commun soit plus important que mon bien individuel. » Ça, c'est pour moi absolument fondamental, et c'est ce qui manque sans doute aujourd'hui principalement à nos sociétés. L'entre-nous plus que l'entre-soi. L'entre-nous plus que l'entre-soi. Le collectif plus que l'individualisme. Ouais, je peux dire que ce podcast était vraiment sous le signe du collectif. Un grand merci, Eric. Merci à toi. Super. On n'a pas été trop long, ça va. T'as pris du plaisir? Ouais, super. All right. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, j'aime bien terminer avec ça. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui doutent. Un pas après l'autre. Une petite victoire. Et puis, on repart à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.